Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où tous les 15 jours avec Fab, on invite un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Salut. Et donc on est avec Antonin. Antonin, tu es le créateur de Nouvelle École. Oui. Qui est un super podcast sur des gens au parcours atypique qui ont généralement créé leur propre carrière, leur propre entreprise. Qui sortent des sentiers battus. Tout à fait. C'est sa claim. C'est cela. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content. Moi, j'adore qu'on m'invite. Donc, est-ce que tu es très content et un peu stressé? Je suis terrifié. Mais pourquoi t'es terrifié? Parce que je pense que c'est des. Déjà, j'ai écouté tous les épisodes. Et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment super tous. Lame, Raphaël Descraques et tout. Et je me suis dit, oh là là, ils sont vachement réfléchis à ça. Et je me suis dit, j'espère que je vais pas dire de bêtises et tout. Mais bon, allez. Alors, ce qui est bien quand on parle de soi, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais tout ira bien. Je ne veux pas ruiner ta carrière. Je ne veux pas ruiner ta vie personnelle non plus. Ça marche. Ok. Alors, Antonin, puisqu'on est là pour parler de masculinité, j'aimerais savoir, ça veut dire quoi pour toi être un homme? C'est pour ça que je t'ai demandé de me poser la première question. Oui, tu la voulais en avance, mais je trouve que l'hésitation, tu sais, elle a un rôle à pour jouer. moi, être un homme, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je pense que si tu m'avais demandé quand j'étais plus jeune, je t'aurais dit que c'était être fort, que c'était protéger les gens. Mais en fait, plus ça va, moins je sais de choses. Je trouve plus j'en apprends, moins je sais de choses. Mais le genre, c'est pas le seul truc. Hein. Il y a beaucoup de sujets. Et en plus, depuis que j'ai commencé mon podcast, j'ai vraiment toutes mes conceptions du monde qui éclatent toutes les 2 semaines. Et vraiment, donc c'est... Pour expliquer un petit peu le concept de ton podcast, c'est qu'à la base, tu lances Nouvelle École parce que tu te poses des questions sur des trucs et donc tu décides plutôt que d'aller chercher des réponses dans des bouquins, d'aller interviewer des gens qui savent. Ouais, à l'époque, je veux être entrepreneur en fait. Je me dis, je sens que je vais pas arriver à bosser dans une boîte et je me dis, je vais être entrepreneur et j'écoute des podcasts américains et je me dis, c'est top, ils rencontrent plein de gens hyper intéressants et ils diffusent leurs idées et je vais faire pareil quoi. Pourquoi tu penses que tu peux pas bosser dans une boîte? Parce que j'arrive pas à supporter la hiérarchie, j'arrive pas à trouver du sens à ce que je fais en général dans une boîte. Je vais peut-être pas trouver les bonnes boîtes non plus, mais moi en fait si tu veux, moi j'ai grandi dans un endroit un peu no futur, si tu veux, comme ambiance, et mes 2 parents sont pas des gens qui se sont hyper bien intégrés au système social, tu vois, c'est pas des gens qui se sont épanouis dans le monde du travail, donc j'ai aucun exemple d'épanouissement dans le monde du travail, et ma première expérience dans le monde du travail, ça va être un stage en 2012, et je suis en compta, et il y a un type qui s'appelle Gérard, et ça fait 50 ans qu'il est en compta, dans la même boîte, et il s'en est même pas rendu compte. À un moment, je lui demande combien de temps ça fait qu'il est là, il fait, ça devait faire 20 ans, et il me fait waouh, ça fait 20 ans que je suis là. Je regarde ce mec, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je m'enfuis, et c'est là que je me dis il faut absolument que j'ai HEC, parce qu'il faut, je peux pas me retrouver là-dedans quoi. Donc voilà pourquoi je me sentais pas de bosser dans une boîte, et toutes mes expériences à chaque fois je me sentais prisonnier, j'arrivais pas quoi. C'est trop mignon parce que je sais pas si t'as vu, mais il a mis un coussin sur ses genoux. Oui. Parce qu'en fait, On est passé de très détendu à très thérapie, oui. très vite. C'est parce qu'en fait, c'est réconfortant. Et en plus, j'étais pas hyper bien installé. Très bien. Voilà. C'est le coussin de la parole et c'est toi qui l'as, car c'est toi qui vas parler tout le long. Yes. Donc garde-le. Mais je le garde, le il est bien. On voit que Fab part. Oui, Fab s'est barré. On va cut. Oui, on va cut. Moi, je pense pas de qu'il couper faille la faire de chaudière. cut. On en parlera. Les gens s'en foutent que j'ai oublié de couper la chaudière. Vraiment. Clairement, oui. Tu parlais de tes parents. Ouais. Est-ce que tu es fils unique? Alors, je suis le fils unique de mon père, mais j'ai 2 frères et sœurs, un demi-frère et une demi-sœur. En fait, ma mère a refait des enfants avec un autre monsieur. Quand moi mon frère a 5 ans de moins que moi et ma sœur a 8 ans de moins que moi. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. Ok. Voilà. Et tes parents se sont séparés quand t'avais... 1 an. 1 an, ok. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta relation avec ton père biologique? C'est une relation vraiment particulière parce que je le vois pas beaucoup et je l'ai pas vu beaucoup en grandissant. Mais on a eu une relation très très forte, on était très proches quand je grandissais, on est toujours proches en fait. Simplement mon père c'est une personne avec qui j'ai des relations pas forcément très, très faciles
Et du coup, il y a une sorte de distance quand même qui permet d'entretenir ces relations. Et surtout en grandissant, en fait, où ça a été de moins en moins facile parce que les personnalités se forment et se figent. Et du coup, et puis, en plus, tu te construis un peu en réaction à tes parents. Donc, c'est pas même si en grandissant, tu arrives de mieux en mieux à t'entendre avec les gens, tes parents, c'est un peu les personnes avec qui tu t'entends de moins en moins parce que justement, tu n'as plus envie de faire de concessions avec, enfin, je trouve. Et donc, j'ai une relation un peu particulière, en fait, même avec mes deux parents. Quand je vois pour moi, c'est une anomalie, les familles où ça se passe bien, où les parents sont ensemble. J'ai jamais connu ça, en fait. La première fois que j'ai vu ça, je pars dans une histoire. Hein. Vas-y. La première fois que j'ai vu ça, c'était chez une ex-copine à moi, avec qui j'étais il y a 5 ans, un truc comme ça. Et j'arrive chez elle et elle avait une baraque dans le sud avec les deux parents, son frère, un chien. Ils avaient un frisbee, une piscine. Et je fais what? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Et je me dis, il doit y avoir anguille sous roche. Et on passe à table et elle est trop content, elles se racontent leur life, genre ouais, alors t'as fait quoi aujourd'hui à l'école? Ah ouais, trop bien, et bah ton père il est allé pêcher ou je sais pas quoi. J'étais là, putain, ils sont vraiment de bonne humeur et ça se passe bien, tu vois. Et j'avais jamais vu ça en fait, quasiment. Parce que dans ta famille, est-ce que c'est plutôt que ça communique peu ou est-ce qu'il y a beaucoup de communication mais peut-être plus conflictuelle? Ou autre chose? Franchement, je saurais pas par où commencer. En fait, ma famille, si tu veux, il n'y a pas eu de communication spécialement entre mon père et ma mère de toute ma vie, ou très peu. Et moi, j'étais avec ma mère, donc j'ai grandi avec ma mère. Et avec ma mère, elle a pas eu une vie très facile. On habitait dans un village en province. Et ma mère a eu toujours beaucoup de mal à gérer sa vie. Mais ce qui est marrant, j'en parlais avec ma sœur hier qui est chez moi en ce moment. Qui passe Sciences Po, donc on la soutient. Moi, je l'aide là. Ma mère, elle a toujours pris énormément de mauvaises décisions pour elle, mais elle a toujours été vachement aimante, etc. envers nous. Donc c'est un peu c'est assez marrant comme je sais pas, il y a une énorme différence elle nous a trop bien géré et en même temps elle a fait n'importe quoi un peu enfin elle te dirait ça, je pense, si elle te parlait, tu vois. Et donc on a grandi un peu dans une situation bizarre dans un village. On savait pas trop comment on s'était retrouvé là, mais on était bloqué un peu là-bas et puis ça se passait pas très bien. C'est vraiment le trou du cul de la province, donc les gens sont pas très cool, pas très tolérants, pas très éduqués, du coup il y avait pas mal de solitude au niveau de ma famille. Moi, je me suis vite fait des potes, j'ai toujours été du genre à me faire plein de potes, etc. Mais je sais que ça a été plus dur, par exemple, pour elle ou pour mon petit frère, ma petite soeur. Est-ce que j'ai un peu dérivé là, non? Non, c'était. Non, c'est en c'était rapport avec la question. masculinité, je pense. Hein. Est-ce que tu penses que ta mère, qui a donc été ton parent référent, on va dire, pendant l'intégralité de ta vie? Ouais, alors attends, j'ajoute un truc quand même. Ma mère était mon parent avec qui j'étais, mais mon père a joué un énorme rôle, même à distance, de sorte de coach de vie un peu. C'est pour ça que je dis qu'on était très proches, parce qu'il était très très impliqué. Donc il y avait un truc paradoxal chez mon père, il n'était pas là, mais en même temps il était très impliqué, donc il envoyait des lettres. C'était genre ces lettres, c'était des bouquins de self-help un peu, mais à la sauce mon père, tu vois. Mais genre en gros, j'en ai retrouvé une il y a pas longtemps où il m'explique des trucs et ça a été vachement important dans ma construction, tout ça, énormément. Quand t'avais quel âge Mais hyper tôt, il m'envoyait des lettres tout le temps, il m'appelait. Je me souviens qu'il m'achetait des cartes téléphoniques, tu sais, pour les cabines téléphoniques, quand ça n'existait pas encore les portables ou que j'en avais pas. Et en fait, on se donnait rendez-vous et il m'appelait à la cabine téléphonique. Et je sais pas pourquoi il m'appelait là-bas, peut-être parce qu'il voulait pas tomber sur ma mère au téléphone. C'est des vieux souvenirs. Et j'allais à la cabine téléphonique et je parlais à mon père pendant genre 1 heure, un truc comme ça, tu vois, des trucs marrants quoi. Et donc il a joué un rôle hyper important. Et même quand j'avais à partir de mes, je sais pas, 12-13 ans, on partait un mois. Il a eu ma garde pendant 1 mois, le mois d'août, tous les ans. C'est un truc qui avait été réglé au tribunal ou je sais pas quoi. Et après, pendant 1 mois, c'était genre, j'étais avec lui et là, c'était genre, il me bourrinait de tout ce qu'il savait sur la vie pour que, tu sais, pour un peu un côté rattraper le retard, tu vois. Ce qui fait que je te raconte pas les moments parfois, mais bref. Tes rentrées, elles devaient être funky un peu, non, de ça là. Bah. C'est complètement modifié. Ouais, ma mère, elle pétait des plombs parce qu'en fait, elle m'avait toute l'année. Donc elle avait, c'est-à-dire tous les mauvais côtés en fait du gosse, enfin tous les trucs un peu chiants quoi. Quotidien quoi. Ouais, le quotidien. Et mon père, je pense que j'ai compris ça que récemment, mais mon père il débarquait et
il me prenait avec lui 1 mois et moi j'étais trop content quand mon père c'était mon héros, tu vois. Donc on partait en bagnole avec lui, on faisait le tour des routes, on allait dans des campings, c'était un peu un vrai road trip père-fils, tu vois. Et donc c'était trop bien, on écoutait de la musique, on avait plein de trucs, on vivait plein de trucs en commun, tu vois. On allait dans des parcs aquatiques et tout. Et après, je rentrais et j'étais là, ah non, fais chier, putain, mon village de merde, tu sais. Ma maison avec ma mère qui en plus allait pas forcément bien pendant toutes ces années. Donc il y avait une ambiance un peu pesante à la maison. Et elle voyait ça. Et en fait, elle voyait que je rentrais en tirant la gueule. Et dès que j'arrivais, j'avais déjà envie de foutre le bordel. Et ma mère, elle le vivait mal, quoi, tu vois, je pense. Et alors, avec le recul, à quel point, donc, 1 mois par an, ton père, pendant cette adolescence-là, t'as la sensation qu'il a construit ce que t'es devenu aujourd'hui, et notamment l'homme que t'es devenu aujourd'hui. Ah mais énorme, énorme. En fait, mon père, il a eu une influence mais gigantesque, en bien et en mal, des deux côtés, sur la personne que je suis. Et moi, mon travail depuis quelques années, c'est vraiment de m'éloigner, de déconstruire un peu tout ça, tu vois, parce que... mais je sais qu'il a eu une influence... En fait, je sais pas comment, j'ai pas envie de dire de bêtises là-dessus, mais j'attribue vraiment à mon père tout le côté que j'ai de... tu sais, d'avancer, d'avoir la niaque. Ce qui est marrant, parce que c'est pas spécialement... Mon père est pas spécialement comme ça, mais il a voulu me transmettre ça, en tout cas. Espèce d'insatisfaction permanente, qui du coup a aussi un mauvais côté. Et tu vois, et c'est en ça que je te dis que j'essaie de m'éloigner de ça, de déconstruire. Mais tout ce côté-là, ça vient vraiment de mon père, quoi. Mon père il me laissait jamais tranquille, tu vois. Si je débarquais et que je disais ouais, j'ai eu 15, il me disait ouais, c'est bravo et tout. Enfin, je sais même pas s'il disait bravo d'ailleurs. Il disait mais il a eu combien le premier? Et la moyenne de la classe, c'est quoi? Ouais, ok, pas mal. Ou alors, en fait, il me prenait la tête sur des trucs. Je me souviens, à une époque, j'écoutais pas mal de chansons, de musique, de chansons françaises. J'ai toujours bien aimé la chanson. Et il allait me faire, mon père, ouais, bon, t'aimes bien cette chanson? Ok, cool. Bon, alors, il imprimait le texte. Et il me faisait, maintenant, on va décomposer le texte, les rimes, regarde, analyse les rimes, ok, pourquoi c'est écrit comme ça et tout, tu vois. Il était vraiment en mode, il était un peu en mode coach Terminator, genre, je vais t'apprendre tous les rudiments de la vie, tu vois. Et en fait, ça m'a méga influencé. Mais genre, méga influencé. Mais aussi parce que du côté de ma mère, il y avait un manque de ça. Il y avait plein d'amour, il y avait plein de bienveillance, mais il y avait un manque de structure, tu vois. Et puis je voyais bien que ma mère, elle galérait, quoi. Et mon père, dans un sens, il galérait aussi, mais c'était pas du tout le même genre de galère. Et du coup, en fait, ça m'a méga formaté, tout ça. Et du coup, ces étés avec ton père, en fait, c'était au début de ta puberté, si t'avais 12-13 ans? Ouais, je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais ouais. Ouais, ça doit coïncider. Je me souviens d'avoir emmené la fille dont j'étais fou amoureux, mon premier grand amour, en vacances là-bas. Avec lui, ça devait être en 2007, un truc comme ça, ouais. Donc 15 ans j'avais, et du coup, j'avais dû commencer à partir en vacances avec lui vers... Ah non, mais carrément, en fait, je viens de me souvenir. Non, j'ai commencé à partir en vacances avec lui, j'avais 9 ou 10 ans. Puisque je me souviens que... Ouais, je me souviens, 9 ou 10 ans, ouais. Est-ce que vous... Donc, c'est toute la période, ton corps change, ton rapport aux autres, et notamment aux filles, potentiellement, évolue. Est-ce que c'est des discussions que vous avez eues? Ouais. Oui, alors tu vas me dire exactement de quoi tu parles, mais oui, Je sais pas, j'ai jamais été un garçon de 10 ans. On a beaucoup parlé de... Mon père, il a vraiment... j'ai toujours un peu peur quand je parle de mon père, parce que je me dis, ça se trouve, il va écouter, il va me dire, mais putain, parle pas de moi. Mais donc, je vais rester en surface sur lui, mais je vais plus parler de moi. Mais en gros, mon père, il m'a toujours beaucoup parlé il a toujours essayé de beaucoup me parler de tout, ouais, je pense. Ouais. Mais d'une manière pas forcément à droite, tu vois. Mais en tout cas, il essayait toujours de... Il n'y avait pas de trucs dont il parlait pas, mon père. Je sais pas comment t'expliquer, mais pour les filles, on a beaucoup parlé de filles, mais je pense pas que mon père était spécialement quelqu'un qui avait réussi complètement à être épanoui, à être bien, tu vois. Et du coup, la manière dont on parlait de ça, forcément, il me transmettait quand même une partie de ses angoisses, une partie de ses, tu vois. Mais on a parlé de ces choses-là, en tout cas. Moi, j'ai jamais eu le sentiment que je parlais pas de ça. Et d'ailleurs, dans ma vie, je dirais que j'ai jamais eu l'impression d'avoir beaucoup de non-dits ou de difficultés à parler des choses. La preuve, quand je suis sur ce truc ou quand je suis sur Nouvelle École, j'ai même plutôt une envie d'en parler, tu vois. J'ai toujours bien aimé ces trucs un peu de discussion intime, de livrer les choses, J'aime bien parce que ça me fait chier sinon, en fait. Je m'ennuie, tu vois. Quand les gens parlent pas d'eux ou quand on sait pas vraiment qui c'est, je me dis, bon, bah super, quoi. Je peux regarder la télé aussi, tu vois, où les gens disent rien d'intéressant, mais... Ça dépend de quelles émissions tu parles. C'est très vrai.
Qu'est-ce qui t'a appris sur les filles, ton père? Parce qu'en fait, je suis vraiment, étant moi-même une fille de famille où tout va bien, globalement. Donc les 2 parents et j'ai que des sœurs, etc. J'ai jamais été un garçon de 10 ans et j'ai jamais su quelles discussions les garçons de 10 ans avaient avec leur père, en fait. Moi, j'en avais pas beaucoup avec le mien, en tout cas pas sur des choses intimes. J'en avais pas tant avec ma mère non plus. Et du coup, j'ai cette image d'un gosse de 10-12 ans au début de la puberté qui part un mois avec son père et je me dis, si toi tu me dis que vous avez parlé de tout, bah, qu'est-ce que ton père t'a appris au sujet des filles, par exemple? Je suis toujours un peu. Je dirais que par rapport à mon père, je suis toujours un peu peur qu'il voit ça comme une atteinte à la pudeur quand je parle de lui, tu vois. L'atteinte à la pudeur, c'est vraiment un truc très spécifique Ouais, où ouais, tu je sais, montes ton je sais. zboob en... Non, mais mais je comprends que si ton père Oui. est pudique, Non, mais comme en le sont gros- beaucoup de pères, t'as pas envie de je peux, l'afficher, je on va peux dire. quand même en parler. Mon père m'a raconté beaucoup de ses histoires, en fait. Il m'a raconté énormément de ses histoires, que ce soit quand il était amoureux, enfant, ou quand il était plus grand avec des femmes. En fait, on a passé énormément de temps en voiture avec mon père, faut savoir. Et du coup, on a énormément parlé. Et je pense que le fait que je parle beaucoup vient pas de nulle part. Et donc, mon père m'a énormément parlé, il m'a raconté beaucoup de choses. Et puis mon père, il a un talent pour les histoires, il raconte bien. Peut-être ce qui fait que ça aussi que j'aime bien les Tu histoires. fais quoi dans la vie? Ok, ça a l'air d'être une Je question ne sais pas en compliquée. fait. D'accord. Je sais pas. Non, mais Génial. c'est vrai en plus. Mon père, il est en recherche d'emploi en fait. Tu vois. En fait, on n'en parle pas des masses quoi. Il est juste en recherche d'emploi depuis assez longtemps. À une époque, il bossait chez TF1 en rédaction de bande-annonce, mais c'était quand j'étais tout petit. Donc il était plutôt vers l'écriture. Ouais, bien sûr. Ouais, Ok. ouais. Il m'a transmis beaucoup de choses à ce niveau-là en fait. Et donc on parlait de. Il m'a beaucoup parlé de ses histoires en fait. Mais il m'a aussi beaucoup parlé de ses histoires de conquête, mais de jeunesse, de rigolade, beaucoup de trucs qui m'ont influencé, tu vois. Mais enfin, comment dire. C'est compliqué pour moi de parler de mon père en fait. Tu vois. Non mais en fait, parle pas, t'es pas obligé de parler de ton père, mais plutôt de parler de ce que toi ça t'a apporté. C'est-à-dire à quel point t'as la sensation que son apport a transformé ou a influencé le jeune homme que t'es devenu aujourd'hui. Mais en fait, 100%. 100%. Ça fait 100% de qui je suis devenu. En fait, il y a eu un mix de voir de tout ce que mon père m'a transmis et de ce genre de mal-être de ma mère ou le truc dans lequel on a grandi qui a fait vraiment énormément de qui je suis devenu. Genre, mon père a vraiment. Et en plus, je pense que ça lui faisait pas forcément plaisir de voir à quel point je prenais de lui, parce que dans un sens, je pense qu'il avait pas forcément envie que je lui ressemble, tu vois, il y a un peu de force côté. Mais énormément. En fait, mon père, quand même, ce qui m'a appris de principal, je dirais, c'est le contact social, tu vois, moi j'avais toujours peur de parler aux gens et mon père dès qu'il s'arrêtait à une station d'autoroute, de péage, il disait bonjour, ça va, il faisait des blagues, il faisait marrer la meuf qui était à la station de péage et puis il partait et puis juste tu vois, c'était même pas vraiment de la drague, enfin c'était un peu de la drague mais c'était plus pour que tu sais qu'il y ait un contact cool qui se crée, tu vois. Et moi ça m'a énormément marqué. Il me forçait en fait parfois. Ou alors il allait me taper la honte avec des filles à côté, tu vois, genre il me tapait la honte, genre bah alors Anto, enfin tu vois, je sais pas, il me forçait à me mettre dans ces zones d'inconfort avec les gens où en fait après je devais. Il y avait une fois, je crois qu'on était en camping et on a fait pas mal de camping et il y avait une bande de Français, ils avaient l'air cool et moi j'avais genre 12-13 ans, je me disais putain j'aimerais bien leur parler et tout. Il m'a dit bah va leur parler quoi. Et j'étais allé leur parler, j'ai fait salut, je m'appelle Antonin et puis c'était devenu mes potes pendant des années ensuite. Et tous ces trucs là ça m'a beaucoup marqué en fait d'aller vers les gens, d'avoir le contact avec et c'est un truc qui m'a vachement façonné quoi. Parce que moi du coup j'ai toujours eu une sorte j'ai toujours été très à l'aise avec les gens et parfois beaucoup trop à l'aise. Il y a plein de gens qui sont gênés quand parce que je suis pas direct dans le second degré, tu sais, je fais des vannes, des gens que je les connais pas, je les vanne et du coup les gens ils captent pas quoi, tu vois. Et même je me souviens quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, ma mère elle invitait des potes à elle, je descendais, je les vannais, je faisais ouais vous êtes relou, enfin il y avait vraiment un côté genre aucune très vite ce truc là c'est tu vois, c'est enlevé quoi, cette espèce de et toujours l'envie d'aller voir des gens et de leur parler, etc. Et donc je vais continuer parce que en fait ça mène à un vrai truc, comme ça vous évite de me relancer.
ce truc-là, qui je pense a un aspect hyper positif, a aussi un aspect assez négatif en fait, dans l'excès. C'est que je pense que chez moi il y a toujours eu une sorte de besoin de validation, d'être aimé, de faire marrer les gens, de plaire aux filles, ce genre de truc-là, qui vient d'un manque à un moment. Et je pense qu'à l'excès, ce côté « Ah, je parle aux gens, c'est marrant, on fait des blagues, etc. » En fait, ça m'a aussi donné envie de conquérir tout le monde, dans le sens que tout le monde me trouve marrant, que je plaise à toutes les filles, tu vois. Et là-dedans, il y a un truc excessif aussi, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que tu as un rapport compliqué à l'échec ? Est-ce qu'on peut dire que j'ai un rapport compliqué à l'échec ? Ouais. Eh bien, c'est la fin de ce podcast, merci. Ouais, complètement, ouais, parce que je déteste. En fait, moi, je passe mon temps à je vois les valeurs que j'ai envie de vivre, en fait, et je passe ma vie à essayer de m'en rapprocher. Mais je vois aussi la manière dont je suis construit, et je sais que j'ai vachement de mal à c'est vraiment un parcours, c'est long, quoi, pour moi de me détacher des choses qui m'ont construite, tu vois. Et donc, mon rapport à l'échec, il est compliqué. Je déteste perdre. Mais je déteste ça, quoi. Vraiment, je déteste perdre. Par exemple, là, on a gagné le Nikon avec Léo, tu sais. Bravo. Merci. Ah, j'étais pas au courant. Ouais, mais t'étais dans la salle. Tu l'as pas Non, trop mais dit. c'est gentil, mais en fait ce qui est marrant, c'est que Léo, il a passé plusieurs semaines à dire putain, je stresse, j'espère qu'on va gagner un truc et tout. Et moi, je disais, mais non, mec, moi, je stresse pas, j'y pense pas, tu vois. Et en fait, parce que je passais ma vie à me dire, n'y pense pas. Parce que si t'y penses, tu vas devenir ouf. Parce que dès que tu rentres dans une compétition, tu pètes un plomb, quoi. Je peux plus, je déteste perdre, en fait. Et dès que je rentre en compète, faut que je gagne, tu vois. Et genre, quand je joue à la console, je suis mais hyper mauvais perdant, mais j'adore ça. Mais ça, c'est maladif, quoi, tu vois. Genre, quand je joue à FIFA, je suis vraiment du genre à exploser ma manette contre les murs, et c'est pour ça que je joue plus du tout à FIFA. Oui, du coup, ça coûte cher. Non, mais je ne joue plus à FIFA, je ne joue plus à la console, je fais vachement attention à tout ce qui peut être un peu addictif, ou tu sais, qui peut appuyer sur les mauvais ressorts, tu vois. Parce que je suis pas du tout du genre à faire ah, j'ai participé, c'était l'essentiel. Et j'ai beaucoup appris de cette expérience. Non, si je m'étais dit, par exemple, faut qu'on gagne le Nikon, et qu'on n'avait rien gagné, j'aurais été mais dégoûté, quoi. J'aurais fait ouais, ok, bah on va le refaire l'année prochaine et on va le faire mais en 100 fois mieux, tu vois. Mais c'est marrant parce que t'es dégoûté, mais ça reste en fait limite une conséquence positive parce que tu te dis pas c'est des connards, c'est truqué, vas-y j'arrête de faire des films. Tu te dis bah tu sais quoi, l'an prochain je reviens, mon gars je te fais Inception en 2 minutes, y a quoi, tu vois, ça te drive quand même vers refaire un truc et le faire mieux, qui est peut-être ce que ton père t'a appris. C'est ce que j'allais dire. Ah, t'as eu 15, je pense que ça c'est lié à mon père. Peut-être 17 vraiment. la prochaine fois. Ça, je pense que c'est lié à mon père parce qu'il m'a vraiment appris à déjà pas être un flic, à pas juger, à pas être dans le. Surtout, il m'a beaucoup dit les mêmes phrases, mais de pas se trouver d'excuses, tu sais. Parce que moi, en grandissant, pour le coup, j'étais vachement. Ouais, non, mais j'ai pas envie de le faire parce que. Non, tu vois, et puis, il m'a toujours repris, mais même à l'excès, il m'a repris là-dessus, tu vois. Mais, parce que finalement, il y a un côté où t'es toujours en train de te flageller, tu sais. Enfin, moi, c'est un peu justement le travers, du coup. Mais oui, il y a un côté. Pas d'excuses, et du coup je peux pas me permettre de rager et de dire je le ferai plus parce que c'est des nazes et tout, parce que en fait je sais que je mens quand je fais ça. Je me crois pas en fait quand je me dis ça, tu vois. Et je pense que la seule fois de ma vie où vraiment j'ai été comme ça, commencé à être un peu rageux et tout, c'est quand j'allais pas bien il y a 1 an et quelques, j'étais dans un boulot qui me plaisait pas, que j'étais dans une relation qui me rendait pas heureux, et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, à ce moment-là je suis devenu un peu rageux. J'étais là ouais, tu sais, parce que j'étais là ouais, tu sais, je voyais des gens qui réussissaient des trucs et j'étais là ouais, mais c'est naze, c'est vraiment bidon ce qu'ils font, tu vois, et tout. Et je me voyais être comme ça, tu vois. Je suis content un peu d'en être sorti quand même. Bah oui, bravo, c'est cool. Tu parles très peu de ta mère, et pourtant, moi, je t'ai pas mal entendu parler, non pas de ta mère en particulier, mais du fait que tu avais eu une éducation féministe, parce que tu avais été élevé avec ta mère, notamment dans ton premier podcast, enfin dans ton premier épisode, où tu commences à parler de féminisme avec Jack Parker, où tu prends des pincettes. Mais elle a raison, hein, je pense que tu as une bonne démarche, où tu viens dire, alors peut-être là je dis ça, mais peut-être c'est une connerie, je sais pas, corrige-moi si jamais. Non, Quelle est ta question ? Bah, en fait, salaud.
En fait, je me demande aussi à quel point ta mère a pu influencer le mec que tu es aujourd'hui, parce que là, ça fait un quart d'heure ou 20 minutes que tu parles beaucoup de ton père. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, t'es pas juste le fils. Alors, on est les enfants de juste un parent en général, on est influencé par d'autres personnes, mais ta mère a eu une influence aussi sur. Mais énorme, en fait. Ma mère, elle a influencé sur beaucoup d'autres choses, en fait. C'est pour ça qu'on parlait de mes trucs de. De mec. Ouais, non, mais tu sais, de mes ressorts de mec qui viennent vraiment de mon père, c'est marrant d'ailleurs. Enfin, ce qu'on pourrait appeler des ressorts de mec, tu sais. Oui, c'est ça, C'est un des peu valeurs un masculines. peu stéréotypé. Oui, la réussite, la compétitivité, Ouais, jamais lâcher et tout, c'est c'est ça. plutôt Complètement. du côté masculin de la société. Et je pense que mon père m'a transmis un truc assez stéréotypé là-dessus, bien packagé et tout. Ma mère, en fait, quand je dis j'ai reçu une éducation féministe, ma mère, je sais même pas si elle est féministe ou si elle se dit féministe. J'ai juste grandi avec une femme et avec une sœur aussi au bout d'un moment. Mais j'ai grandi que avec une femme en fait. Donc, si tu veux, j'ai un rapport aux femmes qui est de base, c'est un peu quand même 50% de ma vie, quoi. Donc, moi, j'ai mis longtemps avant de penser au féminisme. Moi, quand j'entendais féminisme avant, je me disais, ouais, c'est relou, ouais, c'est des meufs hyper chiantes et tout, tu sais. Vraiment, quoi. Surtout, Tu n'es pas le seul, tu sais. mais il faut savoir un truc, c'est que, en fait, moi, j'ai vraiment pas grandi à Paris et je pense que ça, c'est ultra méga déterminant dans tout. Ces personnes ici n'a grandi à Paris, Ouais. dans cette pièce. On n'est pas des Parisiens de souche. Je sais que tu l'évoques souvent en fait dans tes Ouais. podcasts, ce côté. Pour toi, Paris, c'était un objectif, quoi. C'est là-bas que je pourrais être qui je veux et qu'il se passe des trucs. Mais tous les trois, on est aussi de province. Alors peut-être pas de campagne, moi en tout cas non. Mais Je pourquoi suis tu dis aussi ça de petite ville. Je dis ça parce qu'en fait, tous ces trucs de féminisme, par exemple, Ces trucs de non, mais si, je dis ça comme ça justement, parce qu'en fait, quand tu grandis là où j'ai grandi, ce n'est même pas sur la carte des choses qui existent. Personne ne prononce ce mot une seule fois pendant les 18 ans que tu passes là-bas, quoi, tu vois. Mais vraiment personne. Mais de la même manière que personne ne sait ce qu'est une école de commerce, quasiment. Vraiment. Moi, j'ai découvert les écoles de commerce en, je sais pas, 2011, un truc comme ça, quand j'étais à la fac, tu vois. Mais après, c'est parce qu'on m'en avait pas parlé non plus, tu vois. Mais donc voilà pourquoi c'est important. Et pour revenir à ma mère, c'est vraiment quelqu'un de très, déjà de profondément gentil, je pense, malgré un tempérament, surtout quand j'ai grandi, qui était vraiment ultra, elle est vraiment à fleur de peau, tu vois, ma mère. Mais c'est quelqu'un de profondément gentil et profondément bienveillant et de profondément aimant surtout. Et ça m'a énormément influencé. Sans m'en rendre compte, parce que c'était pas. Elle m'a jamais dit. Tu sais, c'est un style complètement différent de mon père. Elle m'a pas dit il faut que tu sois aimant, tu vois. Mais en fait, moi j'ai toujours débordé de bons sentiments dans un sens quand même. Et même d'amour en fait pour les gens, mais ne serait-ce que. Enfin, je sais pas, j'ai un côté super sensible et je pense que ça vient beaucoup de ma mère aussi, tu vois. Mais mon père a aussi un peu ce côté-là, mais je pense que d'être avec ma mère tout ce temps, ça a réveillé ce truc en moi. Et alors, elle a fait comment ? Ça se concrétise comment au quotidien pour faire un petit garçon sensible ? Bah, beaucoup d'amour, je pense, en fait. Je sais pas exactement comment ça se concrétise dans les. Je sais pas, elle t'éveillait à des trucs particuliers du Mais style. non, en fait. Oh, regarde, comme je sais pas, cette chose est belle ou. Non, ça non. c'est plus mon père d'ailleurs qui faisait ça. En fait, mon père avait plus une éducation consciente, tu sais. Ce qui m'a. T'as formaté consciemment. Ouais, je pense qu'il a essayé en tout cas je pense que pour mon père, il y avait un côté rectifier le tir, tu sais. Quand il me prenait après les 11 mois avec ma mère, il voyait tout plein de plis que je prenais qui devaient peut-être lui rappeler ma mère ou tu vois, et puis il essayait de tout faire repartir dans son sens. Et puis après, je retournais avec ma mère et ça repartait dans l'autre sens, tu vois. Donc moi, j'étais toujours un peu tiraillé entre les deux, qui en plus. Je suis écartelé. Non mais c'est ça, j'étais toujours un peu tiraillé entre les deux, qui en plus se balançaient un peu des trucs. Moi, j'étais un peu tu sais, j'étais un peu l'intermédiaire, tu sais. Je prenais les paquets, les explosifs chez l'un et je les amenais chez l'autre, tu vois. Pendant toute ma vie un peu, donc. Mais du coup, chez ma mère, je pense que c'était beaucoup moins conscient comme éducation, tu vois. Il y avait beaucoup moins de tiens, fais ça. Oui, elle avait pas un plan de bataille en fait, Non. mais c'est peut-être aussi le fait que vous viviez ensemble au quotidien alors que ton père il t'avait que pendant un mois, donc il avait cette checklist de ok, qu'est-ce certain. qu'un garçon de son âge doit apprendre cette année, alors que ta mère c'était peut-être plus par l'exemple, peut-être plus spontané et naturel il lui suffisait d'être comme elle est. Et tu vois, elle est sensible, bah toi t'es devenu sensible parce que t'étais avec elle. Ouais, c'est certain que c'est ça. Je pense que
le fait pour mon père, par exemple, de m'avoir qu'un mois, ça le poussait à justement à se dire ok, bon, j'ai un mois là, il faut pas que ce soit un mois raté, ou tu sais, il faut vraiment que je lui donne le maximum de ce que je peux lui donner. Parce que mon père était pas là, mais je pense qu'il y avait quand même une culpabilité aussi de pas être là, tu vois. Donc il y avait aussi le Vous en avez jamais reparlé? Si, on en a parlé pas mal de fois, mais comme je te disais, la communication, ça va, ça vient, elle est un peu sur courant alternatif, quoi. Alternatif. Et du coup, ma mère, en fait, je pense que chez ma mère, il y avait rien de comme chez mon père en termes d'éducation concrète, mais il y avait tout un côté c'était un truc plus, je sais pas, plus latent, quoi. Tu sais, de ma mère, il y avait un côté aimant, bienveillant. Ma mère, elle se faisait toujours avoir par tout le monde, mais parce qu'en fait, il y a une vraie bienveillance chez elle, tu vois, qu'on pourrait appeler naïveté, du coup. Ma mère, c'est vraiment... genre, les gens abusaient d'elle, quoi, parce elle leur faisait confiance tout le temps, tu vois. Et dans un sens, ça aussi, ça m'a vachement marqué. Moi, j'ai une espèce d'énorme méfiance envers les gens, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai un peu des deux, en fait. Je suis pas non plus trop dans l'introspection, parce que je sais pas encore. Mais donc, ouais, je dirais qu'elle m'a transmis beaucoup de choses au niveau de valeurs, en tout cas d'être humain, de l'amour, de l'importance d'être gentil, de la sensibilité. Puis ma mère, je l'ai vue, comme j'étais très très proche, enfin j'étais tout le temps avec elle, et c'est quelqu'un qui me montrait beaucoup ses sentiments, je pense tout simplement parce qu'elle ne savait pas les contrôler. Donc en fait, quand elle était triste, elle pleurait, quand elle était énervée, elle hurlait. Et du coup, en fait, il y avait tous ces trucs, quoi, qui sortaient. Et je pense que ça m'a aussi influencé. Ça a fait que pour moi, c'est pas un truc exceptionnel, finalement, de montrer comment tu te sens, de pleurer. Tu vois, moi, j'ai pas peur de pleurer. Je pleure tout le temps, quoi. Vraiment, je pleure souvent, je pense. Je sais pas combien de fois par semaine les gens pleurent, ou par mois, tu vois. Mais moi, ça m'arrive souvent de pleurer. Je peux pas te sortir de fréquence, mais Qu'est-ce qui te fait pleurer? mais il y a beaucoup de choses qui me font pleurer. Comme quoi? En fait, pleurer à grosses larmes, non, c'est rare, tu vois. Mais avoir les larmes aux yeux, tu sais, être ému, moi, il y a vraiment énormément de choses qui me font ça. Je pense qu'il y a une sorte de sensibilité vraiment. Ça peut me faire ça avec des films, mais parfois aussi juste, je pense à des jeux. C'est quoi les moments dans les films qui te font pleurer? Il y a toujours des trucs qui trigger, non? Ouais, c'est les moments de beauté, d'amour, où finalement les gens pardonnent aussi. Par exemple, American Beauty, la fin d'American Beauty, donc avec le Now Infamous Kevin Spacey. Il y a une sorte de... J'adore ce film, c'est un de mes films préférés. Il y a une sorte de grand pardon général de l'humanité, où tu acceptes les failles de tout le monde et tu comprends qu'en fait tu les aimes quand même parce que c'est des humains qui ont des failles. Moi, genre, ce truc, à chaque fois, je suis c'est trop de... Puis en plus, il sort une phrase dans ce film, il dit parfois il y a trop de beauté dans le monde et j'ai l'impression que je peux pas la tenir à l'intérieur. Et moi, vraiment, cette phrase, j'étais là, putain, mais moi aussi, mec, c'est pareil. Genre, parfois, je me balade dans un parc et il y a des feuilles oranges et je suis là, putain, c'est trop beau, mais pourquoi vous êtes pas tous en train de pleurer et tout. Non, mais vraiment, quoi. Et j'ai toujours été vachement sensible à plein de choses comme ça, à la musique, aux chansons, au texte, même à des poèmes ou une petite phrase dans un bouquin. Parfois, je vois une phrase dans un bouquin et j'ai l'impression que je sens exactement comment était la personne quand elle a écrit ça. Et c'est ces connexions en fait qui m'émeuvent. On dit m'émeuvent ? Oui. Ouais, beaucoup. Donc voilà. Et en fait, après, je pleure. Si je suis triste, je pleure aussi. Tu vois, quand je suis dans une rupture amoureuse, moi, vraiment, c'est genre... genre je me réveille la nuit, je suis triste, je pleure. Je suis pas trop dans le côté non, pleure pas. Pour reprendre American Beauty, la femme de Kevin Spacey se met des grandes baffes dans la gueule dans sa voiture. Je suis genre non, t'es pas une victime, t'es pas une victime. Moi, je suis pas trop là-dedans, tu vois. Je suis plus genre je suis une victime. Et en même temps, pas tant, parce que on voit très bien que quand t'as aussi ce côté d'aller en avant aussi, tu vois. C'est marrant ce mix. Mais c'est ça que j'aime bien. Moi, enfin, comment dire. Je viens de dire que je m'aime bien, tu sais. Bah, t'as le droit. C'est ça que c'est ça que t'aimes bien chez toi. Bah ouais, parce que je trouve que c'est ça la vie. En fait, on présente toujours les gens selon leur côté. Il est très fort ou il est très sensible, mais c'est débile. Je veux dire, tout le monde a une partie. Tu sais, c'est comme moi, je prends souvent l'exemple. Je sais pas si vous avez déjà joué à FIFA ou un jeu de sport, mais en gros,
En gros, t'as les joueurs et leurs caractéristiques, c'est représenté par un genre de toile d'araignée, tu sais. Très boys club hein, comme exemple. Vraiment. Ouais, tu vas avoir genre attaque, défense, tacle, et tu as une sorte de courbe comme ça fait un genre de toile d'araignée. Bah la vie c'est pareil, je pense. Les gens ils ont une toile d'araignée de leur truc, mais tout le monde a un peu de sensibilité et un peu de je suis un gros dur, tu vois. Et Ça serait quoi ta toile d'araignée, toi alors? bah je sais pas, faudrait définir quels sont les différents pôles. Tu pourrais les choisir. Je sais pas, j'ai l'impression On que pourrait je faire suis une toile d'araignée j'ai l'impression à que je chaque suis invité. excessif dans tous les trucs, tu sais, genre moi. Une grande toile d'araignée avec Non des mais grands genre pics. vraiment, c'est genre que Tu penses pas qu'il y a un domaine dans lequel t'es... Bah justement, l'inverse d'excessif, j'ai pas envie de dire un terme péjoratif parce que je pense pas que c'est ça, mais tu penses pas qu'il y a une façon de réagir ou une caractéristique que plein de gens ont et où toi t'es là genre non, ça j'en ai vraiment très peu quoi par rapport à la moyenne. la patience par exemple. Je sais Ok. pas si les gens sont très patients, mais moi je sais qu'un de mes gros défauts, c'est en fait parfois j'ai du mal à... Je suis très dans ma tête, quoi. Je suis vachement dans ma tête et je suis vachement speed. Et en même temps, je pense que j'ai été construit avec... quand je considère les gens, je leur donne toute mon attention indivisée, vraiment. Et quand je m'en fous, quoi. Et j'arrive pas à lutter, je travaille là-dessus, putain, ça fait des années que mes potes me disent mais t'es insupportable, t'es pas cool avec des gens, tu les écoutes même pas, ça se voit, dans tes yeux, y a rien, quoi, c'est le grand vide, tu vois. Et je sais, quoi, je sais, mais j'essaye, mais... C'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur ça m'intéresse pas si les gens parlent pas d'eux. Exactement, en fait j'ai une intransigeance ultra forte, quoi, parce que je sais ce qui m'intéresse, et je sais ce qui m'intéresse pas, et j'ai grandi, en fait, ça c'est un truc que je dis souvent, j'ai grandi avec une abondance de trucs qui me faisaient chier, quoi. De gens qui me faisaient chier, d'endroits que je trouvais nuls. Ma mère, on était entouré de gens qui étaient... Moi, j'ai passé 1 an dans un centre bouddhiste en grandissant. Ma mère, en fait, est partie de Paris et on est parti dans un centre bouddhiste. Ok. Et en fait, après, j'ai habité dans le village en dessous de ce centre-là. Quand on a déménagé, on est parti dans le village en dessous. Et c'est là que j'ai Ok. grandi. C'est un village de 600 habitants, perdu au milieu de nulle part. La première gare, elle était à 15 bornes. Enfin bref, on faisait du stop tout le temps et tout. Mais là-bas, il y avait que des gens qui m'ennuyaient. Mais c'était un truc de fou, quoi. Et surtout, c'était principalement les gens qui traînaient autour de ma mère, qui étaient que je trouvais tous très pas intéressants. Je sais pas, ils m'intéressaient pas. Et d'autant que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père, qui je pense était beaucoup. Enfin, je m'identifiais beaucoup à mon père, qui je pense était vachement dans la recherche justement de caractères un peu corrosifs, de trucs intéressants, de gens qui étaient passionnés ou que. Et du coup, j'avais plus le fait de trouver ces gens nocifs et de voir ma mère en fait s'entourer de gens nocifs en permanence, ça a créé une sorte de protection, je crois, de carapace, genre vous êtes à distance, quoi. Je vous veux même pas dans mon cercle, en fait. Je déteste les soirées, j'aime pas les soirées où j'arrive et il y a 20 personnes et il y a 2 de mes meilleurs potes et je suis trop content de les voir, mais il y a une ribambelle de gens que j'ai pas envie de voir. Je préfère 1000 fois faire une soirée avec mes 2 meilleurs potes, tu vois, parce que en fait j'ai la flemme, quoi. Peut-être que je signe l'arrêt de mort de la nouvelle école, tu sais. Mais non, pourquoi? Non, je sais pas. Parce que... En fait, c'est pas méchant, c'est-à-dire t'es pas méchant, c'est pas méchant de pas écouter les gens. Sauf si tu leur as promis, vas-y, viens, on parle, je t'écoute, et mais qu'en fait, si, au bout de 3 minutes, t'es là. je trouve ça pas bien parce que je vais te dire pourquoi. J'ai vu qu'il y avait Pierre Ninet à la remise du Nikon Film Festival et je le regardais, justement. J'ai passé toute la soirée à le regarder de loin. Et il y avait toutes les filles fans de Pierre Ninet qui venaient lui parler. Tout le monde venait lui parler, c'était la star. Et ben, à chaque personne, il lui a parlé 2 ou 3 minutes en la regardant dans les yeux. Et je pense que chaque personne est partie en se disant Pierre Ninet, il est sympa, il a pris du temps pour moi, etc. Et moi, je te dis pas que je veux être le meilleur pote de tout le monde, mais C'est pas pareil, là, les gens viennent te voir. Oui. C'est-à-dire que c'est pas la même chose entre t'es dans une soirée où il y a des gens que tu subis, entre guillemets, enfin que t'as pas choisi, et des gens qui viennent te voir à un moment donné pour te dire en fait j'aime beaucoup ce que tu fais ou c'est cool. Et là, dans ce cas-là, je peux comprendre en fait qu'ils soient dans un truc de oh bah c'est cool, je vais prendre du temps avec toi et je vais pas juste être un immense connard en disant ne m'intéresse pas toi, salut. Et moi aussi, dans une moindre mesure, ça m'arrive. T'arrives à un truc, tu pars dans une super discussion avec quelqu'un et en fait, t'as pas envie de l'arrêter pour dire ah, notre temps est écoulé. La vie, c'est pas un speed dating, tu vois. Donc, en fait, t'as le droit de pas vouloir. C'est Pour marrant, des raisons. c'est marrant Après, que en tu fait, culpabilises là-dessus en fait. Non mais si, je pense que je vous ai peut-être mal expliqué la situation. Non mais rentrons dans le détail. Ce n'est pas que je ne vais pas parler aux gens, c'est que les gens viennent me parler et captent que vraiment je m'en carre, quoi. Et c'est ça le problème. Mais en fait,
Non, À ça partir du justement, moment je où trouve t'es que ça c'est poli- améliorable, tu vois. Est-ce que tu leur. En fait, à partir du moment où t'es poli, est-ce que tu leur dois 1 heure d'attention? Est-ce que tu leur dois 30 minutes Non, mais en d'attention? fait, je pense que inconsciemment, je suis pas très poli, c'est ça que je veux dire. En fait, je pense qu'ils captent trop que je m'en fous. En fait, c'est ça que je veux dire, en fait, tu vois. Bref, enfin, c'est un reproche qui m'a été fait et sur lequel j'aimerais, je bosse vraiment, tu vois, de pas être. Bravo, Antonin. En fait, j'ai réglé plein de problèmes dans ma vie, je trouve, ces dernières années. Et Il a maintenant, que j'arrive. 25 ans, cet enfant, te rends-tu compte? Et maintenant, j'arrive sur des nouveaux problèmes, ceux-là, qui sont un peu la couche en dessous, un peu moins importante que les problèmes d'avant, tu vois. Et du coup, maintenant, j'arrive vraiment à un stade où je fais alors avant, je disais ouais, non, mais je m'en fous de ces trucs parce que c'est pas du tout important dans ma vie, parce que là, vraiment, c'est d'autres trucs qui vont pas bien. Et maintenant, ça va mieux, et je me dis ah ouais, t'as raison, j'ai peut-être pas été très cool avec cette personne, ou je suis peut-être pas très sympa quand je fais ça. Ok, comment je vais régler ça, m'améliorer là-dessus. Bref. Puisqu'on parle de rapport aux autres, je vais essayer de reboucler vers la masculinité. Oui. On a fait un petit drive-by, je reviens. On Ok. reprend la bretelle, on revient sur l'autoroute. C'est quoi ton rapport aux autres mecs? C'est quoi le genre de réponse? T'as Moi, en fait, beaucoup de potes, Ouais. j'ai l'impression. ouais. T'as beaucoup de potes mecs. Très bon rapport avec les mecs. Je pense un côté fraternel. J'ai vraiment de très bons potes. J'ai toujours été pote avec les mecs. J'ai jamais eu spécialement de problème. Je me suis, je sais pas. J'ai l'impression de m'être un peu taillé ma place dans ce monde de brut. C'est quand j'étais petit. Finalement, je me suis jamais autant battu que quand j'étais petit. Je me suis jamais battu. Je me suis pas battu depuis peut-être. Dernière petite baston, c'était quand j'avais peut-être 6 ans à un gala d'une école parce que j'avais piqué la copine d'un gars et que c'était maintenant ma copine et qu'il était énervé et que du coup il m'avait mis un coup de boule. Et ça, c'était petite baston des familles, quoi. Mais Tellement comédie américaine, quoi. ouais, en plus on était en costard, après on avait les costards déchirés, enfin c'était n'importe quoi. Vraiment à l'ancienne, quoi. Moi je m'étais fait virer de la soirée, après j'avais un cocard gigantesque pendant 3 semaines, mais ça c'était assez cool d'avoir, j'avais pris des photos et tout. Et On peut creuser ça. Oui. ouais, bien sûr, mais je vous donne des à manger et puis après vous. On va cuisiner. Alors déjà, tu dis que tu t'es plus battu depuis que t'es grand et que ta dernière baston c'est il y a 6 ans. Qui était un peu une anomalie parce que ça faisait peut-être depuis que j'avais 12 ans qu'il m'était rien arrivé de. Mais il y a plein de gens, et notamment je pense plein de filles, qui se sont juste jamais battues. Moi je me suis jamais battue physiquement dans ma vie, tu vois. Donc c'est intéressant que toi tu présentes ça comme oui, quand j'étais gosse je me battais et puis après j'ai grandi et j'ai arrêté. Mais encore une fois, j'ai l'impression que la province joue un rôle là-dedans. Vraiment, mec, j'ai pas grandi à Paris. Moi, il y avait beaucoup plus de. Enfin, nous, on était vraiment 10 dans ma classe, de tout le village. Et bah voilà, il y avait des rapports de force, quoi. Donc en fait, moi, je pense que j'ai commencé par me faire un peu bolos. Genre, en plus, je zozotais quand j'étais petit, alors on m'appelait Daffy Duck et tout. Oh. Et à un moment, genre, il me suis dit, bon. Fight, quoi, tu sais. Et je m'étais inscrit au sport de combat. Alors, je sais pas si c'est mon père qui m'avait mis au sport de combat, voilà, enfin aux arts martiaux. Et il y avait un mec qui était dans le sport de combat avec moi et qui était dans ma classe. Et avec lui, je sais pas, c'était vraiment l'inimitié, quoi. Et on se battait, mais tout le temps. On avait 7 ans, tu vois. Est-ce que à 7 ans tu disais avec toi c'est l'inimitié, mon pote? Non, avec lui. En plus, et puis en plus, moi, ce terme inimitié. je voulais pas spécialement. J'ai jamais trop aimé me battre parce que ça m'a toujours fait très peur. J'ai toujours me battre. Non, mais c'est vrai, j'ai peur de me battre, quoi. Et en plus, oui, c'est assez surprenant que tu aies beaucoup parlé de ton côté sensible et aimant et que tu aies réussi à concilier ça avec une nécessité peut-être de te battre pour arrêter de te faire bolos. Bah, en fait, les gens qui écoutent pourront peut-être faire mieux ma psychanalyse que moi parce que là, j'ai un peu la tête dans le guidon, mais je pense qu'il y avait un côté, je veux pas être une victime qui du coup venait j'avais le sentiment que ma mère se faisait pas mal avoir, ou tu vois. Et il y avait un côté. J'avais un peu l'impression de déduire des choses qu'il fallait pas se laisser faire, tu vois. Il fallait jamais se laisser faire, quoi. Et en fait, même moi, j'ai toujours eu très peur de me battre et de la violence physique. Vraiment, ça me terrorise, quoi. C'est-à-dire, avant de commencer à me battre, mon corps se décompose. Mais je le fais quand même si j'ai le sentiment qu'il le faut, parce que j'ai le sentiment qu'il faut pas que je peux pas m'effacer, je peux pas être une victime, tu vois. Je peux pas dire non, c'est mort, ok, j'accepte tout, crache-moi à la gueule, etc. Je vais quand même tout faire en général pour éviter la baston parce que j'aime pas, quoi, j'ai peur. Mais s'il le faut et que c'est le dernier truc, bah, je vais y aller, tu vois. Et je pense que c'est mon mental qui dit là tu peux pas, il faut y aller, tu vois. Et ça a été un peu construit en moi aussi, je pense. Ouais. Est-ce que tes deux parents réagissaient différemment quand tu t'étais bastonné à l'école et que tu rentrais et que Ils le savaient pas. Ah, ils le savaient pas. Non. Bon, bah, Enfin, je me sauf dis, une si t'as fois, un cocard sauf une pendant fois 3 semaines. où je me suis pété
J'ai oublié ce truc, c'est marrant. Je me suis pété le doigt de la main droite, le petit doigt, parce qu'il y avait un type qui s'appelait Yamine, je sais pas quoi, dans le quart du collège, qui m'avait, je sais pas, je devais avoir 12 ans, il m'avait 13 ans, il m'avait bolos, je sais plus ce qu'il faisait, il m'avait balancé des trucs dessus, genre des poils à gratter ou je sais pas quoi. Et je lui avais sauté dessus, on s'était éclaté comme ça, et après je m'étais cassé le doigt. Et en plus j'avais hyper peur parce que c'était un mec qui avait une bande un peu de Kaira et tout, et il m'avait dit ouais, on va venir te démonter avec des barres de fer et tout. Donc j'avais trop peur, et je m'étais cassé le doigt. En fait, c'est des endroits où genre, globalement, je sais pas comment dire, les gens se font chier, il n'y a pas d'autorité, c'est un peu la zone, quoi. Mais c'est la zone cool, tu sais, c'est la zone en campagne, c'est pas la cité, quoi. Du coup, c'est un peu bizarre comme. Et là, du coup, t'as dû dire à tes parents que tu t'étais battu? Ou t'as essayé de cacher le fait que Non, ton doigt, j'ai dit à ma mère que je m'étais battu, mais je sais pas, on n'a même pas parlé, je pense qu'elle s'en fout, ça l'a pas trop choqué. Ma mère, c'était un peu une teigneuse hein, quand même, hein, donc c'était pas trop du genre à se laisser marcher dessus. En fait, c'est marrant, elle se laissait, je trouvais que la vie lui mettait un peu des baffes, mais ma mère, c'était vraiment le genre à débarquer. Putain, je sais pas si je peux raconter cette histoire, mais elle est trop marrante, alors je vais la raconter. Une fois, on va au. Ça vous dérange pas que je parte en digression comme ça et tout? Si, non? Ok. Une fois, on va au ciné avec ma mère, mon frère et ma soeur, et je dois avoir peut-être 13-14 ans, je sais pas. Et ma mère a des tickets pour aller au ciné gratos. C'est des tickets que tu as eu au McDo ou je sais pas quoi. On arrive devant la porte du ciné et en fait, il y a marqué vos tickets étaient valables jusqu'au, je sais pas, 1er mars, mais en fait, on les a fait être valables jusqu'au 20 février et ils sont plus valables. Et ma mère fait quoi? Qu'est-ce que c'est que ce scandale et tout? Parce elle était vachement comme ça en mode scandale. Elle ouvre les portes du ciné, elle arrive, elle fait ouais, appelez-moi le directeur! Et, et le mec fait ok, il lui appelle le directeur arrive, il fait bonjour madame, qu'y a-t-il? Il fait ouais, qu'est-ce que c'est que ce scandale? Les tickets étaient valables jusqu'au 1er mars! Et le directeur, il fait bougez pas, j'arrive. Et il file à l'anglaise, tu vois, genre il file en mode il allait jamais revenir quoi. Ma mère, elle l'attend 2 minutes, elle fait ah ouais? Ok, allez dans la voiture. On va dans la voiture, on se cale. On fait putain, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on flippait trop. Brûlé le ciné. On flippait trop quand elle faisait ça. Et ma mère revient en courant avec une grosse machine à café dans les bras. Et elle fait allez, on y va! Elle met la machine à café dans la bagnole, elle démarre et on taille. Et elle fait ouais, je leur ai piqué leur machine à café dans leur bureau à ces enfoirés. Et donc, si tu veux, c'était un peu. Une gestion de conflit rapide, Ouais. peut-être à défaut d'être efficace, mais rapide. Ouais. Le plan A ne marche pas, le plan B, c'est qu'on prend la cafetière et on se tire. Si tu veux, c'était ça. Donc en fait, c'est pour ça, quand vous me posez des questions sur comment ma mère ou mon père m'a influencé, c'est compliqué à chaque fois, je vous dis un truc, mais après, je me rends compte qu'il y a aussi l'autre côté, tu vois. Mais on sent bien chez toi cette dualité un peu. Ouais, c'est ça, il y a toujours une complexité Elle m'a pas juste appris à aimer, elle m'a aussi appris à dire ouais, mais c'est quoi ce délire, tu vois. Et mon père m'a pas Pique juste... la machine à café s'il y a un souci. et mon père m'a pas juste appris à être un mec, etc. Il m'a aussi finalement transmis énormément d'aspects sensibles de sa personnalité, qui sont son amour pour l'art, pour la lecture, pour toutes ces choses-là. Et donc en fait, il y a tout dans mes deux parents, tu vois. Mais Bon, si on a écoulé le sujet parents, Oui. de quoi on parle? Des filles et du sexe. De la bite. Merci Mimi. La bite. ah, de la bite. Il faut savoir que je vends ce podcast aux futurs invités en leur disant est-ce que tu veux venir parler de ta bite? Ce qui est toujours un peu des fois pris comme une blague. Et je suis là non, vraiment, on va parler de ton pénis. Ceci dit, si... Mais du coup, on a parlé de masculinité là? Bah bien sûr. Moi, je me souviens pas de quoi on a parlé. On a parlé de baston. Ouais, c'est vrai. Mais bien sûr, on a parlé de ta sensibilité. Enfin, c'est ta forme de masculinité à toi que t'exprimes en fait. Je trouve que ça marche très bien. Pour rebondir sur le truc, si vous voulez pas parler de votre bite, vous pouvez venir ne pas parler de votre bite si Tout vous le à fait. souhaitez. C'est pas un passage obligé. C'est juste que qui dit masculinité dit phallus. Oui. Je n'utilise pas le mot bite justement, mais phallus qui est vraiment salut. La virilité. C'est la virilité. Qu'est-ce que tu penses de ton phallus? T'as l'air tout abattu d'un coup. Antonin, il t'es est là, pas Moi, genre, je pensais à autre chose. Il a C'est repris. voilà, bah classique, le mec a classique. fait- classique moi là, tu m'as Il est perdu. rentré dans le déni, il était là. Qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Du coup, Il a quel Quel est est ton rapport avec ta bite? Non, à quoi tu pensais avant de parler de ta Ah bite? oui. je me faisais une rétrospective de tout ce dont on avait parlé. Et j'essayais de voir un peu qu'est-ce qui s'était dit pendant cette interview. C'est très intéressant jusque-là. Oui. Quel est mon rapport à ma bite? Oui. C'est vachement vaste comme question quand Oui. même. Hein. C'est fait exprès. Je dirais Tu veux dire que ta bite est vaste? Ah, on voit qu'on entre dans des bonnes blagues.
Il m'a shamé en 3 secondes. C'est vaste. Je dirais que aujourd'hui, assez désintéressé par rapport à avant. Désintéressé dans le sens, ça va quoi. Maintenant, ça fait longtemps que je la vois ma bite. Hein, donc, tu vois, je suis pas tous les jours genre waouh, tu sais. Mais je pense en grandissant, en fait, moi, j'ai jamais été trop du genre à. Quand on était ado, il y avait toujours des soirées. Les mecs, ils veulent toujours faire des soirées où genre ils se bourrent la gueule et après tout le monde se met à poil. Je sais pas pourquoi, tu vois. Genre vraiment quoi. Genre j'ai vu ça dans plein de cercles de gens, plein d'endroits. T'as toujours des gars qui veulent absolument se mettre à poil, montrer leur bite et tout. Montrer une couille. Le kiwi, le fameux. Ouais, voilà, ou c'est ça, ou foutre leur, Mimi, tu connais pas? ou foutre leur couille dans Alors, un gobelet, tu sais, genre des trucs comme ça, tu sais. Toi, tu vois pas ça? Tu Ou sais, genre- j'adorerais filmer ce podcast uniquement Oui, pour tu voir peux juste les mettre têtes une de Mimi caméra sur quand moi. elle découvre des trucs. Elle fait toujours une tête Parce que donc, fantastique. premier épisode, j'ai découvert la branlette entre potes. Je savais que ça existait, mais pour moi, c'était plus un truc d'avant, tu vois, genre de la génération de mes parents où vraiment il n'y avait pas de magazine porno, il n'y avait pas d'internet et tout. Et du coup, bon, branlette entre potes, why not? Donc j'ai découvert que c'était toujours très présent dans des gens de mon âge. Ok. Deuxième épisode avec Lame, j'ai découvert les doigts dans le cul entre potes, qui sont un peu du bullying chelou. Donc, nouvelle perspective sur la vie. Et du coup, les couilles dans le gobelet. Bah, en C'est fait, un truc. les gens mettent un peu leurs couilles les gens mettent un peu leurs couilles où ils peuvent. Si t'as un peu fait de la. Oui, bah, je suis. Si t'as un peu. Suis-je bête? Si t'as un peu été dans des écoles, il y a aussi un autre truc de bizutage qui s'appelle les lunettes algériennes, où en fait les gens tiennent un gars au sol et posent leurs deux couilles sur ses yeux et la bite sur le long du nez, en fait. Voilà. Ça, c'est le genre de. T'as eu droit à ça? Non, alors moi je me suis battu, t'imagines même pas. Hein. Genre, moi, ce genre de machin, vraiment, je l'aurais. Mais on a essayé de me faire un truc, je crois que c'était le jeu de la ceinture. Alors, le jeu de la ceinture, c'est un truc où. C'était à Sciences Po, c'est à Sciences Po Grenoble. C'est un truc où les gens, ils font regarde, on joue à un jeu, tu te mets dos à un mec et vous attachez une ceinture et après vous devez tirer l'un vers l'autre et vous devez avancer le plus d'un côté ou de l'autre, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils te mettent la ceinture et une fois que la ceinture est attachée, le mec est derrière, il tire comme ça. Du coup, t'es allongé sur le sol, face vers le haut et là, t'as les mecs qui arrivent et qui posent leur cul nu sur ton nez, tu vois. Et donc, moi, on a essayé de me faire ça. Vous connaissez pas ça? Je connaissais pas. Mais Non, mais les encore une fois, la bisutages, tête de Mimi d'école, c'est était un... parfaite. la belle vie des écoles. Moi, C'est un délire, hein. tu sais, les écoles, moi, je trouve ça vraiment assez. T'as enlevé le coussin d'ailleurs à cette Oui, occasion. Ouais, parce que là, il j'ai est en envie de train me de se battre. chauffer, il a envie de taper les trucs, là. Et en Péter fait, des on a essayé de me faire ça, mais moi, ça me faisait pas du tout marrer. Donc, en fait, c'est quand j'avais genre 20 ans, un truc comme ça. Donc, je me suis battu à la mort. Vraiment, j'étais là, je vais te dire, mais je vais vous buter, quoi, tous un par un, si vous. Et en fait, ils m'ont lâché parce que j'ai eu de la chance que le rapport de force soit pas trop déséquilibré, tu vois. Je Mais pense. donc, est-ce que tu l'as payé après dans ta scolarité? Mais C'est non, une pas vraie du question. tout, pas du tout. Parce que moi, je me suis jamais. En fait, je suis toujours entré dans ces grandes écoles en deuxième année. Parce que j'entrais par des concours passerelles. Et donc, j'ai jamais fait la première année de genre bizutage où on se soude et tout. Et j'ai toujours eu une sorte de un peu mépris pour ça. Et je veux pas faire partie de ce truc. Et j'ai pas envie, quoi. Et même à HEC, j'étais là, mais je m'en fous, quoi. Je trouve ça naze déjà. Je trouve que c'est vraiment nul. J'ai aucun respect pour ce truc de classe, de groupe, il faut qu'on victimise les gens pour qu'ils appartiennent à un truc. En plus, ils reproduisent le même truc depuis 50 000 ans dans les boîtes. Après, c'est pareil, parce que c'est les mecs qui ont fait la même école, donc ils bisutent les nouveaux. Et après, ils se disent ah, mais c'est bien parce que maintenant je me suis fait bisuter. Quand je serai un an plus tard, je pourrais bisuter les autres. T'as envie de dire, mais mec, elle s'arrête quand ta chaîne de merde? Tu vois bien que personne n'est heureux. Tu vois bien qu'il y a des mecs qui tombent en dépression après. Nous, il y avait des gars qui avaient fait des comas éthyliques au week-end d'intégration. Enfin, tu vois. Et t'es là, il y a eu des gens qui ont porté plainte contre des mecs. J'ai entendu des histoires de mecs qui finalement ont fini par porter plainte, mais des années après, contre des gars qui leur avaient justement posé leur tub sur le nez ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, à un moment. Sans consentement, hein, c'est pas cool. Hein. Et voilà, Oui, mais Parce que tu peux aimer te faire poser des tubs Mais sur avec le nez. du consentement. Et le Toujours. problème, c'est que face à la pression sociale, le consentement C'est est très compliqué. assez flou. Et... c'est hyper dur et personne te le dit. Et comme tout le monde se laisse prendre dans le truc de groupe et qu'on t'a jamais dit qu'il fallait que c'était grave en fait. Tu le sais pas, personne te l'a dit, même moi je le savais pas. Moi je savais juste que je voulais pas qu'on me le fasse. Mais il me serait jamais venu à l'idée d'aller faire chier tout le monde en disant le faites pas, c'est pas cool. Maintenant, si, mais maintenant ça fait quelques années déjà. Et maintenant j'ai compris en quoi c'était vraiment pas bien. Mais personne le dit, donc c'est hyper malsain. C'est un genre de la loi des plus forts. C'est toujours les mecs qui sont. Bah justement, c'est toujours les mecs qui adorent montrer leur bite, etc., qui s'en sortent bien dans ces trucs-là, tu vois. Et tous les gars un peu plus. Tu sais, je sais pas, un peu plus introverti, un peu plus faible physiquement, un peu tout ça. Un peu moins viril. Ouais, c'est ce que t'appelles la virilité. Moi, j'aime pas trop cette définition de viril, tu sais. Genre viril, c'est les gros mecs avec des gros bras, des poils, et qui sont plus forts que tout le monde, qui gueulent fort. Moi, je connais des meufs qui sont beaucoup plus viriles que
plein de ces mecs-là, tu vois. Ne serait-ce que dans leur attitude, tu vois, il y a une sorte de force mentale. Moi, c'est plus à ça que j'associe la virilité. Ouais, c'est quoi pour toi la virilité, justement? Moi, ça me fait penser à la force, mais la force, elle n'est pas forcément physique, parce que je trouve que la force physique dénote souvent une faiblesse hyper forte. En fait. J'ai dit 2 fois forte, mais tu vois, la force physique trop démonstrative, pour moi, c'est tellement évident que c'est une compensation d'une faiblesse qui est ailleurs, tu vois. Quand t'as juste une... Parfois, tu vois des mecs, vraiment, ils existent que par leur force physique et le fait qu'ils sont toujours en train de gueuler et de dominer les autres physiquement et tout. Et tu sens très bien que c'est parce qu'il y a une espèce d'énorme insécurité ailleurs, c'est obligé. Sinon, tu peux pas avoir un tel déséquilibre. Bref. En fait, tu parles de force physique, mais je suis pas. Alors, dis-moi si je me trompe, je suis pas sûr que les mecs qui aiment montrer leur bite et qui deviennent les bisuteurs de l'école, c'est pas forcément les plus musclés. C'est peut-être plus les plus grandes gueules, tu vois. C'est plus la force, mais qui est mal utilisée, du coup. Ouais, là, La j'ai force peut-être. mentale, tu vois. T'as raison, je voulais pas, en fait, je voulais pas mettre ça dans la même catégorie, en fait. Je pense que j'ai un petit peu. C'est ça que je voulais dire par virilité. Je parlais pas forcément de bisuteurs qui sont hyper stock, hyper poilus, hyper barbus et qui ont des grosses doigts et qui font du rugby. Je pense que tu peux être bisuteur et tout cuss. Ah oui, bien sûr. Et en fait, je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais pas dire. Parce qu'après, on parlait de la virilité. Enfin, on parlait de bisutage et de la virilité. Enfin, c'est 2 trucs différents, quoi, je pense. Non, parce que t'as quand même toujours des leaders dans le bisutage. Après, t'as les gens qui suivent. Et les leaders, souvent, je trouve que ce sont ces mecs, justement, forts physiquement, etc. Mais après, t'as tous les autres qui sont derrière qui sont pas forcément pareils. Bref. On en était où là-dedans? À ta définition de la virilité. Bah, je sais. Qui est une force qui est pas forcément. Ouais, je pense que c'est la physique. force pour moi. Mais la force, c'est pas forcément physique. Elle est pas forcément dans l'oppression, tu vois. Elle est plus dans la. Tu sais, c'est un peu la force tranquille, tu sais. Genre. La force qui a pas besoin de dominer ou d'écraser pour montrer qu'elle est forte, en fait. Parce que ça, justement, je suis pas sûr que ce soit une force. Et pour revenir à ta tub, tu disais que ça allait mieux maintenant, Ouais, en mais fait, c'était plus compliqué avant. justement, donc en fait, pourquoi j'ai commencé à parler de tout ça? Je disais, moi, j'ai jamais été trop de ces mecs qui voulaient montrer leur tub, et je sais pas si c'était parce qu'il y avait une insécurité au niveau de ma tub ou parce que. Ou si c'était autre chose, tu vois. Mais en gros, j'étais toujours un peu le gars qui genre, quand il y avait une soirée et que tout le monde se mettait à poil, j'étais là, ouais, cool, mais je sais pas, not my cup of tea, tu vois. Et il y a un mec la dernière fois qui m'a dit, ouais, mais c'est parce que t'avais une petite tub ou je sais pas quoi, tu vois. Et j'ai pensé à ça, et je me suis dit, parce que tu vois, je pense que ça, c'est un truc justement sur lequel j'ai été vachement. C'est un peu bizarre de dire ça, non? J'ai été vachement rassuré plus tard, tu vois, dans ma vie. Mais je pense que peut-être en grandissant, en étant petit ou ado, peut-être qu'il y avait une peur de ça, justement, tu sais. Et je pensais à ça parce que le mec, quand il m'a dit ça, j'ai fait ah putain, c'est pas con, c'est peut-être ça qui faisait que j'étais pas, tu vois, ou je sais pas parce que ça se trouve peut-être que tout le monde sort sa tub aussi pour comparer la taille de sa tub, j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, moi, maintenant, ça me stresse plus, tu vois. Ça me fait plus bader, quoi, ma tub. Mais je sais qu'en grandissant, euh, je me demandais si, enfin, tu vois, j'aurais pas eu envie spécialement de me foutre à poil avec des gars, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, j'en aurais après plus rien à foutre, je pense. Donc t'avais pas une expérience de sport collectif, de vestiaire, de Ah, machin voilà, qui t'amenait à... Bah, très bien, exactement. C'est ça qui me manquait aussi, je pense, tu vois. Non, mais c'est vrai, j'ai pensé à ça aussi. Tous ces mecs qui faisaient ça, bah oui, voilà, c'est ça. Ils faisaient tous des sports comme ça, pour la plupart du foot, du rugby, du machin. Moi, j'ai jamais eu ça. En fait, moi, j'avais un rapport à la pudeur qui était différent de la plupart des gens que je connaissais. C'est-à-dire que moi, j'avais pas l'habitude de mettre à poil à côté des mecs, quoi, tu vois. C'était pas un truc que je faisais. Et Ceci dit, moi j'ai fait du basket et j'en ai vu des kilomètres de bites dans des douches, si tu veux, mais j'ai jamais eu forcément l'envie ou la nécessité de me mettre à poil et j'avais pas besoin de ça, quoi. Donc c'est pas, enfin je pense pas que ça c'est à voir, c'est juste effectivement ça te rend sans doute moins pudique et t'as moins de pudeur. Après l'idée de venir dire, en fait je me retrouve dans une soirée et j'ai envie de montrer ma teub à tout le monde, c'est encore mais non, c'est un autre level, quoi. tu vois, je viens de penser à un truc là. Je me dis, en fait, ce qui est marrant, c'est que, tu sais, je viens de vous parler de cette histoire de mec qui m'a dit, ça se trouve, c'est parce que t'avais une petite tub. En fait, je viens de me dire, en fait, c'est marrant. C'est comme si là, j'étais en train de chercher une justification au fait que quand j'étais petit, je voulais pas montrer ma tub spécialement ou être à poil. Je viens de me rendre compte de ça, je trouve ça assez marrant. Tu sais, tu cherches des raisons de pourquoi moi, je voulais pas être à poil. En fait, ça se trouve, il y a juste pas de raison, tu vois. Ça se trouve, t'avais juste pas envie d'être T'as à juste poil. pas tu vois. envie, voilà. Oui, après il peut y avoir des explications, des sources de bah voilà, t'as un rapport au corps qui fait que t'as pas forcément envie de le montrer, ou toi t'es gêné par le fait d'être entouré de gens tout nus, du coup t'as pas envie de participer ou de l'imposer à d'autres, tu vois, ça peut avoir plein
plein d'explications, mais il est possible qu'il y ait, oui, une insécurité de est-ce que ma bite est assez bien pour que je la montre à plein de mecs? Je pense pas que. Ça, c'est intéressant comme sujet. Je pense pas que j'ai eu un rapport au corps très. J'étais pas très à l'aise, quoi, avec mon corps, je pense. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais pas trop du genre à. Tu sais, je me trouvais toujours un peu gros, ou alors qu'en plus, j'étais pas spécialement gros, tu vois. Euh, Où tu sais, je me trouvais pas. Enfin, tu vois, genre, je pense que je me trouvais pas physiquement cool, tu vois, en grandissant. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui ont été vachement importants, parce que je pense qu'ensuite, il y a une recherche de validation, notamment avec les meufs, qui arrivent plus tard, euh, un peu excessive. Et je pense que c'est lié à tout ça. En fait, il y avait quand même une assez grosse insécurité de peur de pas plaire, etc. Tu vois, quand j'étais petit. Quand tu dis excessive, Non, il mais sourit, il sourit. eh ben, Il va reprendre son coussin dans 2 secondes, je pense. quand je dis excessive, écoute, moi, j'ai quand même pas mal été dans la tentative de plaire aux filles et pas la j'aime pas le mais tu sais dans la bataille allez faut brancher des meufs, etc., tu vois, beaucoup, quoi, vraiment. Euh, genre moi j'ai même été en fait j'ai été vachement je pense qu'en grandissant j'étais assez marqué par le fait que j'avais pas l'impression de plaire aux meufs quand j'étais ado. Et à un moment il y a un shift qui s'est fait quand j'ai commencé à prendre confiance un peu en moi, en tout cas à me forcer, à me botter le cul, à me dire bah, maintenant faut y aller, tu vois, sinon et après il y a un truc qui est devenu un peu excessif là-dessus, de tout le temps être dans est-ce que je plais aux filles, est-ce que tu sais, est-ce que je pourrais coucher avec cette fille, ou est-ce que je pourrais coucher avec celle-là, et une sorte de besoin de se prouver qu'en fait tu peux plaire à des filles qui sont belles parce que t'as pas le sentiment que tu plaisais aux filles qui étaient belles quand t'étais petit. Et chez moi, c'est devenu même assez excessif, quoi. C'est-à-dire que ça m'a amené, il y a quelques années, à tromper des copines, à me retrouver dans des situations où vraiment je me sentais comme une merde, parce qu'en fait, c'était devenu une addiction, un peu, tu vois. Même complètement une addiction, en fait, de vouloir plaire. Et, et tout ça, ça a été vachement important aussi dans la fin de mon adolescence, d'apprendre à voir ce truc, à le découvrir, à le comprendre, à l'écouter, tu sais, à pas juste être dans la culpabilisation à un moment, j'ai vraiment cru, vers mes 22-23 ans, je me suis dit, mais en fait, je pourrais jamais avoir une copine parce que j'aurais toujours envie de la tromper, etc., tu vois. Et il a fallu que je rencontre une autre fille ensuite, où pour le coup, j'avais pas du tout ce problème-là, pour me dire, ah cool, en fait, non, c'est bon, tu sais, je vais pouvoir être heureux et tout. Je sais pas pourquoi je parle de tout ça, déballage, mais c'est vachement important, à mon avis. Et quand on parle de masculinité, moi, j'ai vachement été en mode... tu sais, tu portes différents masques, tu sais, le fameux documentaire The Mask You Live In et tout. Moi, j'ai vachement porté le masque du mec qui essaye de conquérir les meufs, ou qui essaie de plaire aux filles, tu vois. Et ça m'a à la fois formé sur plein d'aspects, mais ça m'a vachement fait de mal aussi, parce que, comme tous les trucs excessifs, je pense, tu t'y trouves rien finalement là-dedans, tu vois, au bout d'un moment. Enfin bon, quand je dis au bout d'un moment, on a l'impression que j'ai passé 10 ans en mode portrait de Dorian Gray, tu sais, à faire des partous à 100 000 et tout, mais c'est pas le cas, hein. Mais juste... Comment t'as fait pour t'en sortir? Pour raccrocher ce masque? Bah déjà, je suis tombé vachement amoureux d'une fille il y a maintenant 2 ans, quelques. Et ça m'a fait du... C'était à une époque où j'étais encore vraiment là-dedans. C'était une fille que je connaissais depuis longtemps. C'était à une époque où j'étais encore vraiment là-dedans, en fait. Et je me disais vraiment, ouais, c'est cool, regarde, maintenant, t'as jamais... de ma vie, j'avais jamais, je sais pas, couché avec des filles aussi belles, nanana, mais je me sentais méga vide, en fait. Je me disais, bah c'est cool, mais tu peux pas t'empêcher d'avoir, dès que tu vois une nouvelle fille jolie, etc., d'avoir envie de lui parler, d'avoir envie que tu lui plaises, qu'elle te trouve beau, sympa, drôle, qu'elle ait envie de coucher avec toi, etc. Mais une fois que tu y arrives, bah cool, mais tu sais, ça t'amène nulle part, parce que c'est pas un... Oui, ça t'amène à la prochaine, quoi. C'est Voilà, pas... tu crées pas de relation émotionnellement forte, et c'est une addiction, quoi. Et en fait, quand je suis tombé sur cette fille, bah, j'étais juste trop amoureux, quoi. Et du coup, j'étais juste là, en fait, j'en avais plus rien à foutre de tout ça. Et ça m'a fait vachement de bien, déjà. Ça m'a fait comprendre, en fait, qu'il y avait une porte de sortie de ce truc. C'était de trouver des personnes qui te faisaient te sentir bien, tu vois, et avec qui tu avais envie de construire, justement de construire. Parce que j'ai eu vachement peur de jamais arriver à construire dans ma vie, tu vois. Toute ma vie, en train de construire un petit truc et le détruire, construire un petit truc et le détruire. Et donc, quand j'ai rencontré cette fille, ça
ça a créé quelque chose là-dessus. Et en fait, ça m'a juste fait passer un peu à l'étape suivante de ok, c'est ça qui te rend heureux, tu vois. C'est clair et net maintenant, même si cette relation s'est pas super bien passée, mais c'est ça qui te rend heureux. Et du coup, c'est ça que tu dois poursuivre. C'est un peu comme aller au fast-food et manger bien, tu vois. À un moment, tu comprends que quand tu manges bien, en fait, tu vas mieux. Et quand tu comprends vraiment, et ça veut pas dire que tu n'auras plus jamais envie d'aller au fast-food, tu vas avoir grave envie d'aller au fast-food. Mais peut-être que tu vas te dire, ouais, j'ai envie d'aller au fast-food, mais je sais quand même que c'est pas bon et que ça me fait me sentir mal. Plus je mange bien, et plus je sais, et donc et moins je vais aller au fast-food, tu vois. Mais parce qu'il a fallu aller énormément de fois au fast-food avant et se sentir hyper mal et dire, ah là là, qu'est-ce que je me sens mal, tu vois. Et c'est justement, je vois vraiment ça, comme toutes les addictions un peu, tu vois. Donc voilà comment, mais je pense que c'est progressif. Alors moi j'ai toujours, et je pense que toute ma vie il y aura ce truc en moi de j'ai envie de plaire, etc. Sauf que maintenant j'ai un rapport vachement différent à ça. Je pense que là je pense qu'actuellement dans ma vie, je disais ça à quelqu'un récemment et ça l'a fait marrer parce que c'est peut-être pas un truc qui se dit, mais là comme mes projets marchent en ce moment, bah, et que je suis assez bien dans mes pompes, je pense que j'ai rarement autant eu de succès avec les filles, mais parce que je pense que c'est logique, parce que je vais bien, que je suis content, etc. Et paradoxalement, j'ai jamais aussi peu été dans des relations, dans des trucs sexuels, ou, tu vois, parce que justement maintenant je suis en mode bon, ok, déjà j'ai plus envie de me sentir mal, j'ai plus envie de me brûler les ailes, donc je suis beaucoup plus patient, je suis beaucoup plus prudent, tu vois, et j'accorde beaucoup plus de valeur à ce truc-là. Et donc voilà où j'en suis à ce niveau-là. Mais je me suis bien tapé la tête contre les murs, donc, mais je trouve ça cool, que ça avance bien, c'est tout ça, tu vois. Voilà. Moi, je me pose une question, c'est est-ce que t'en as parlé avec tes potes mecs de comment ça se passait avec tes potes mecs dans la période ta période Dorian Gray où t'étais très on l'a beaucoup trop exagéré, tu sais, vraiment genre où t'étais très t'avais ce besoin de plaire, mais finalement tu construisais rien de sérieux en termes de relation, et ensuite t'as trouvé cette fille et tu t'es rendu compte que tu pouvais et que tu voulais construire. Est-ce que c'est des trucs dont t'as parlé avec tes potes? ouais, grave. Ouais, j'en ai parlé plein de fois parce que de toute façon ils ont été là aux premières loges pour voir quand je foutais ma vie en l'air avec des trucs puis je suis pas, tu vois, là je suis sur votre podcast, ça fait 1 heure que je parle sans m'arrêter. En vrai je suis comme ça dans la vie, hein. Je suis pas du tout à faire mes potes, je crée des relations vraiment fortes avec eux aussi parce qu'on est dans des vrais trucs d'échange profonds et intimes, tu vois, parce que c'est ça qui m'intéresse et parce que moi je cherche aussi des réponses. Et donc ouais, j'ai toujours parlé de ça. J'ai peut-être moins parlé de ça avec les filles, alors que pour le coup j'ai toujours eu plutôt pas mal de potes filles. Moi, le problème, c'est que je finissais souvent par sortir avec, mais donc après, je les ai plus après quand ça se passe mal. Mais ouais, avec mes potes, ouais, il y a toujours eu ça. Et est-ce qu'ils se reconnaissaient dans ce que tu traversais? Est-ce qu'il y en avait qui te disaient mec, arrête de courir après toutes les filles, ça te rend pas heureux? Ou est-ce qu'au contraire, il y en a qui t'ont dit ah bah pourquoi tu te cases, tu pourrais plus t'amuser si t'étais libre et tout? En fait, je pense qu'à différents moments de ta vie, tu trouves les personnes dont tu as besoin. Et les amis, en fait, c'est quelque chose de très rare. En tout cas, pour moi, j'en ai très peu, des vrais amis. Je peux les compter sur les doigts d'une main, peut-être. Donc ces gens, ils restent, ils bougent pas. Mais tous les autres gens, c'est des gens que tu vas trouver à un certain moment de ta vie parce qu'ils correspondent à ton état d'esprit. Donc moi, quand j'étais en mode faut draguer, faut vivre des trucs de fou, faut être un peu libéré, etc. Les mecs avec qui je traînais, c'était des mecs qui étaient un peu dans ce délire aussi, quoi, tu vois. Et alors, j'ai jamais été un pick-up artist. Bravo. Mais notamment parce que mais j'ai lu tous les bouquins et tout, hein, mais notamment parce que Ok. ouais, ça m'intéressait à fond. Mais comme ça m'intéressait la vente, comme ça m'intéressait tous les bouquins genre How to Win Friends and Influence People et tout ça, parce que je trouvais ça hyper intéressant, quoi. Tous ces bouquins sur les rapports entre les gens, sur qu'est-ce qui c'était vraiment intéressant. Et j'ai jamais été un pick-up artist, premièrement parce que déjà j'ai jamais dragué en bande, et aussi parce que je trouvais quand même, comme je te dis, j'ai lu tous les bouquins. Et donc, quand tu lis tous les bouquins, t'as ceux des pick-up artists, mais t'as aussi ceux des mecs qui sont pas des pick-up artists et qui sont pas des gros bouffons et qui, du coup. Mais j'ai testé plein de trucs, des pick-up artists aussi. J'ai vraiment testé des trucs, quoi. Tu vois, j'ai fait mes. Je sais pas, c'est un peu comme un parcours initiatique, en accéléré quand même. Et donc, je pense que, ouais, j'en parlais. Je te dis, j'ai jamais eu trop de problème à parler de ces choses-là, quoi, je pense. Ok. Est-ce qu'on conclut? Cool.
C'était très chouette. Merci beaucoup, Antonin. C'est vrai, c'était pas. Oui. J'ai l'impression que j'ai déballer toute ma life. C'est le but, c'est le projet. Non, c'est pas le projet, mais oui, t'as beaucoup parlé de toi, mais ça, c'est le projet par contre. Ok. Et en fait, peut-être que t'as l'impression qu'on n'a pas parlé de masculinité parce que on n'a pas mis des mots scientifiques et des concepts théoriques là-dessus, mais en parlant de toi, tu parles de quel genre d'homme tu es, et en parlant de quel genre d'homme tu es, tu parles de masculinité. Donc c'est cool. C'est l'idée, c'est un éventail de plein de façons différentes d'être un homme, et je trouve que la tienne a l'air très chouette. Donc c'est cool. J'essaye de. Vraiment, moi, je te dis, j'ai un peu l'impression qu'il y a une grande montagne au bout qui est être une bonne personne ou être une force positive pour les autres, tu vois. Et j'ai l'impression d'une espèce de longue route en zigzag avec des obstacles, etc. Mais que tu essaies de marcher par là-bas, tu vois. Je me mets vachement moins la pression maintenant sur ça. Je pense qu'un gros risque, et je repars, vous m'avez pas posé de questions, mais je repars. Tu sais, un gros risque, c'est la culpabilité. Moi, je me suis beaucoup culpabilisé. J'ai vraiment un côté très autoflagellation. Genre, je suis une merde parce que je suis pas parfait, tu vois. Et je pense que c'est un énorme risque, la culpabilisation, parce que ça te fait encore plus faire de la merde, tu vois. Parce que si tu t'aimes pas, t'arrives pas à être cool et t'arrives pas à être cool avec les gens. Et pour reprendre, je parle de ça 10 secondes, hein, mais pour reprendre l'exemple de ma relation que j'ai un peu foutue en l'air il y a 5 ou 6 ans, même complètement foutue en l'air, je pense que tu fais des conneries. Ensuite, t'acceptes pas que t'as fait des conneries et tu te dis pas pourquoi j'ai fait des conneries, peut-être qu'il y a un truc qui me va pas dans cette relation, peut-être que c'est cette relation qui me va pas, peut-être que tu te dis pas ça, tu te dis juste putain, je suis vraiment une grosse merde. Quelle grosse merde je suis. Maintenant, je vais aller mieux parce que j'ai décidé que j'allais aller mieux, mais ça marche pas puisque tu t'as même pas cherché à comprendre pourquoi tu fais des conneries. Et du coup, tu fais encore plus de conneries et tu reculpabilises. Et en fait, c'est un cercle vicieux dont tu ne peux pas sortir. Et maintenant, j'ai un peu compris ça et j'essaie de plus être dans la culpabilisation et de plus être dans genre l'acceptation de ok. Tiens, j'ai fait un truc que si je suis dans ma chambre à réfléchir sur mon canapé, je me dis j'aurais pas aimé faire ce truc, j'aurais pas dû le faire. Donc pourquoi je l'ai fait ? Essayons de comprendre sans se dire je suis une grosse merde et de toute façon je suis naze, tu vois. Je suis plus là-dedans maintenant. Voilà. Très bien. Je voulais finir là-dessus. J'ai une question de fin que je pense que je t'avais posée quand on s'est croisés. Yes. Est-ce que t'as une idée de personnalité réelle ou fictive qui représente pour toi une vision positive de la masculinité ? Alors oui. Oui. Car j'en ai même 2 en fait. Mais car j'y ai beaucoup réfléchi. Et je vais donner une réponse qui j'espère va pas... Moi je pense vraiment que une vision que je trouve cool de la masculinité c'est Orelsan. Parce qu'en fait, il y a tout dans Orelsan. Il y a le bon, il y a le mauvais, tu vois. Il y a l'amour, il y a la violence, il y a l'amitié, la confiance, la trahison. Moi, Orelsan, ça m'a énormément construit parce que quand j'avais... du coup, c'est quand j'avais 15 ans ou 16 ans qu'il a Perdu l'avance qui est sorti son premier album. Et moi, j'habitais vraiment dans un village de merde et on ne se passait rien. Et c'est la première fois qu'il y avait un rappeur, un truc qui me parlait exactement de ce que je vivais, mais exactement, quoi. Et en fait, j'ai vu Orelsan évoluer, album après album, à travers tout ce qu'il a fait. J'ai toujours trouvé que il disait toujours la vérité. Enfin, on a l'impression qu'il dit la vérité sur qui il est. Tu vois, c'est vraiment des faiblesses ultra prononcées, des forces aussi qui sont hyper évidentes. Il y a une vraie acceptation de ça, une revendication de que t'es pas parfait, tu vois, même dans ton rapport aux meufs, quoi, que tu vois que c'est compliqué, quoi. Et j'ai toujours trouvé que qu'il était fort là-dedans et qu'il était bien. Et donc Orelsan, je trouve qu'il est vraiment super à ce niveau-là. Et je trouve que les gens qui le persécutent se trompent de cible, quoi, vraiment, tu vois. Parce que à mon avis, il fait beaucoup pour. C'est un mec qui apaise, je pense, quand même vachement, tu vois. Voilà. Et sinon, j'ai un autre exemple, c'est mon meilleur pote, il s'appelle Mehdi. Je le vois pas non plus très souvent en ce moment, mais c'est sur un tout autre registre. C'est juste que c'est un bon gars, tu vois. Genre vraiment un mec profondément gentil, tu vois. Et en fait, c'est vachement lié à ça, je crois. C'est quoi être une bonne version de la masculinité, si ce n'est juste être une bonne personne, c'est faire de son mieux. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, peut-être qu'il écoutera, donc dédicace, mais c'est vraiment un mec qui fait de son mieux, tu vois. Pour revenir à Orelsan, je crois savoir aussi que tu es un énorme fan de Booba. Énorme fan de Booba, ouais, pour des raisons complètement différentes. Une autre facette un autre style, de clairement. la masculinité. Ouais, Oui. mais j'aime bien aussi ce style. J'aime bien Zlatan Ibrahimovic, j'aime bien Booba, j'aime bien tout ça. Je trouve ça fun, je trouve ça cool, tu vois. C'est un peu plus s'arrêter au McDo dans l'idée, tu vois. Mais Booba, c'est un putain de rappeur, quoi. Moi, j'adore ce qu'il fait, ça m'a vachement marqué. Il y a une sorte de puissance dans Booba et à la fois de mélancolie. En fait, c'est pour ça que je veux absolument interviewer Booba. Parce que Booba, c'est pas... chaque fois que je parle de Booba, les gens sont là, ah ouais, Booba, tu sais, je suis là, mais non, c'est pas vrai. Genre, Booba, il y a un vrai truc.
c'est pas un hasard, tu vois, Booba. Enfin, arrêtez de croire que c'est un hasard, quoi. C'est pas 20 ans qu'il est là pour rien, tu vois. Et il y a une vraie... Moi, Booba, ça m'a vachement touché. Il y a une vraie mélancolie entre les lignes, un vrai truc, quoi. Bref. Mais pour d'autres raisons, quoi, tu vois. Voilà. Un personnage vraiment tout en contraste. Oui, Ce Antonin. tout à Je sais pas ce que t'en penses, Mimi. J'ai passé un très bon moment. Ouais, moi aussi, ouais. J'aime bien parler de ma vie. Donc, voilà. Merci de t'être livré. Merci Fab Merci, Mimi. de m'accompagner sur ce podcast. Merci à toi. Et merci à toi qui écoute The Boys Club religieusement, j'espère. Ou alors qui découvre, et j'espère que tu vas rester pour la suite. Si ce podcast t'a plu, alors est-ce que tu peux faire le final comme tu fais dans Nouvelle École? Parce que je trouve que tu fais super bien le truc de 5 est mon chiffre préféré et tout. Ok, alors Ça si fait ce un peu podcast guest. vous a plu, abonnez-vous à Nouvelle École. Quel enfoiré! Il est fort. Non, alors si ce podcast vous a plu, la meilleure chose à faire, c'est d'aller vous abonner. Le mieux, c'est sur Apple Podcast ou sur iTunes. Vous cherchez The Boys Club dans la barre de recherche et vous cliquez sur s'abonner. Et ensuite, si vous voulez vraiment aider The Boys Club à sortir du lot, à être écouté par plein d'autres personnes, si vous voulez que plein de gens entendent des mecs parler de masculinité, et ben vous laissez un avis dans iTunes et Apple Podcast et vous laissez 5 étoiles parce que c'est bien et que c'est comme ça que vous aidez. Et puis vous laissez un petit mot gentil. Voilà. Merci Antonin. C'est un métier. Hein. Il est fort. Il est Tu fort. le fais mieux que moi, je pense. J'ai encore à apprendre comment me vendre. Merci, Anto. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Voilà. À dans 15 jours. Merci, Oui. Antonin. Salut. Ciao. Bisous.